Je me suis réveillé en hurlant, le goût du sang encore frais dans ma bouche, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait étouffé dans mon sommeil éternel. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une rage qui remontait des abysses de la mort, et je réalisais avec horreur que mes mains, ces mains que j'avais vues se crisper dans l'agonie, étaient à nouveau jeunes, intactes, posées sur un drap de soie familière dans la chambre de mon appartement parisien. J'étais revenu, ressuscité dans le corps de la Chloé d'avant, celle qui n'avait pas encore bu le verre empoisonné que ma propre mère m'avait tendu avec un sourire de madone, murmurant « à ta santé, ma chérie », tandis que mon père comptait déjà les billets de l'héritage qu'il m'avait volé. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait trahi comme un amant perfide. J'avais 28 ans la première fois que la lame invisible m'avait transpercé ou plutôt, le poison lent, administré par ceux qui m'avaient donné la vie. Grand-mère Élise, cette matriarche impitoyable aux yeux verts comme la Seine en crue, avait tout légué à moi seul dans un testament secret qu'elle avait caché sous les lattes du parquet de sa maison de famille à Montmartre. Pour toi, ma petite Chloé, car tu es la seule à porter mon sang pur, avait-elle murmuré lors de notre dernière conversation, ses doigts arthritiques serrant les miens comme un serment. Mais mes parents, ces vautours en costume sur mesure, avaient tout comploté, falsifié les documents, m'accuser de folie, et finalement, me faire taire pour de bon. J'avais agonisé dans une clinique privée du 16e arrondissement, entouré de leurs regards fins de compassion, tandis que le monde s'effaçait en un tourbillon de regrets et de haine inassouvis. Maintenant, je revenais en 2023, 3 ans avant ma mort. L'air de septembre filtrait par la fenêtre ouverte sur la rue des Abbesses, portant l'odeur des croissants chauds de la boulangerie en bas et le bruit distant des touristes escaladant les marches vers le Sacré-Cœur. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage que je connaissais trop bien, les pommettes hautes héritées de grand-mère, les lèvres pleines que mère enviait secrètement, et ses yeux noisettes qui, aujourd'hui, brûlaient d'une lueur nouvelle. Une lueur de vengeance. Je touchai ma gorge, là où le poison avait brûlé comme de l'acide, et un frisson me traversa. Ce n'était pas un rêve. Les cicatrices invisibles de l'âme étaient revenues avec moi, et avec elles, la mémoire intacte de chaque mensonge. Je m'habillai rapidement en une jupe crayon noire, un chemisier blanc immaculé, des escarpins Louboutin que j'avais achetés avec l'argent de mon premier salaire chez L'Oréal, où je travaillais comme analyste marketing. Tout était là, inchangé, le téléphone qui vibrait avec un message de maman en Chloé chérie, n'oublie pas le dîner chez nous ce soir. Papa a une surprise. Et le courrier sur la table, avec l'invitation à l'anniversaire de grand-mère dans 2 semaines. Surprise. Je connaissais cette surprise, une fête somptueuse au Ritz pour fêter ses 80 ans, où ils avaient prévu de la convaincre de modifier son testament en leur faveur, prétextant ma fragilité émotionnelle après ma rupture avec Antoine, ce minable que j'avais quitté pour de bon. Mais cette fois, ce serait moi qui aurais la surprise. Je descendis les escaliers étroits de mon immeuble haussmannien, le cœur serré par une excitation malsaine. La rue bruissait de vie, un accordéoniste jouait la vie en rose pour une bande d'Américains émerveillés, une femme en tailleur pressait le pas vers le métro, un pigeon picorait les miettes sur le trottoir. Paris, ma prison dorée, ma muse vengeresse. Je marchais jusqu'au café Le Consulat, ce bastion bohème de Montmartre où grand-mère m'emmenait petite pour des chocolats chauds et des confidences. Elle y avait caché des indices, des lettres scellées dans des enveloppes jaunies, prêtes à être découvertes par celles qui sauraient regarder au-delà des apparences. Assise à une table en terrasse, un café noir devant moi, je sortis mon carnet, celui que j'avais emporté dans ma tombe mentale, rempli de notes sur leur manigance. Père, Henri, banquier chez BNP Paribas, avec ses sourires carnassiers et ses dettes de jeu cachées au casino de Deauville. Mère, Isabelle, ancienne actrice ratée, obsédée par les apparences, qui avait saboté ma carrière par de subtiles médisances auprès de mes supérieurs. Ensemble, ils formaient un duo infernal, unis par l'avidité plus que par l'amour. Grand-mère les avait reniés depuis longtemps, les soupçonnant de dilapider l'héritage familial, la maison de Montmartre, les vignobles en Bordelais, les actions dans des galeries d'art du Marais. Ils sont comme des renards dans un poulailler, Chloé, m'avait-elle dit un jour, son accent provençal roulant comme un vin corsé. Mais toi, tu es l'aigle qui veillera sur le nid. Je sirotais mon café, les yeux rivés sur la basilique en haut de la colline. L'aigle. Oui, je le serai. Mais comment ? Ma mort précédente m'avait appris une chose, la vengeance brute mène à la chute. Il fallait être rusé, comme un roman de Simenon Holland, insidieux, avec des twists qui font douter de tout. D'abord, infiltrer leur plan. Accepter le dîner ce soir, feindre l'innocence, glaner des détails. Ensuite, contacter l'avocat de grand-mère, Maître Duval,
ce vieux renard aux moustaches grisonnantes qui gardait le testament sous clé dans son cabinet du 8e. Il m'avait averti, dans ma vie passée, mais trop tard. Cette fois, je le verrai demain. Le téléphone sonna à nouveau. Mère. Chloé, ma puce, tu viens? J'ai préparé ton plat préféré, le coq au vin. Sa voix sucrée me donna la nausée. Bien sûr, maman. J'ai hâte. Je raccrochai, un sourire froid aux lèvres. Le coq au vin ironique, vu qu'il m'avait traité comme une poule à plumer. Le trajet en métro jusqu'à leur appartement dans le 7e fut un calvaire de souvenirs. Je revoyais la scène de ma mort, la seringue cachée dans le tiroir de la table de nuit, le faux appel à l'ambulance pour camoufler l'empoisonnement en overdose accidentelle. Ils avaient pleuré à mes funérailles, des larmes de crocodile devant le cercueil de chêne poli, pendant que les notaires scellaient leur victoire. Mes grands-mères, dans un sursaut de lucidité post-mortem où était-ce mon imagination fiévreuse, avaient fait exhumer le testament caché, le faisant valider par la justice. Trop tard pour moi, mais pas pour la vengeance. Leur immeuble, un hôtel particulier restauré près des Invalides, respirait la fausse opulence, marbre au sol, lustre en cristal, tableau de maîtres achetés à crédit. Père m'accueillit avec une accolade raide, son aftershave trop fort masquant l'odeur de whisky. Ma fille. Tu as l'air en forme. Le travail te va bien. Menteur. Il savait déjà que j'étais sur le point d'hériter, et son regard glissait sur moi comme sur un obstacle à écarter. Mère surgit de la cuisine, tablier impeccable, joue rosie par le vin ou par l'excitation. Chloé. Viens embrasser ta mère. Ses lèvres effleurèrent les miennes, et je dus me retenir pour ne pas reculer. Le dîner se déroula en surface idyllique, rire forcé, anecdotes sur les collègues de père, compliments sur ma nouvelle coupe. Mais sous la table, je sentais la tension en leur regard complice quand ils pensaient que je ne voyais pas. Et grand-mère? Son anniversaire approche, dis-je innocemment, piquant dans mon poulet. Père toussa dans son verre. Oui, nous organisons une grande fête. Tu sais comme elle est. Difficile. Il faut la raisonner sur ses affaires. Mère hocha la tête, les yeux brillants. Elle est âgée, Chloé. Elle a besoin de nous. Pas de fantaisie testamentaire. Je souris intérieurement. Fantaisie. Le testament secret n'était pas une fantaisie, c'était une forteresse légale, rédigée en 2015, avec des clauses anti-fraude que même leurs avocats véreux n'avaient pas pu contourner. Je l'aime tant, murmurai-je. Je passerai la voir demain. Ils échangèrent un regard alerte. Parfait. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir. De retour chez moi, je fouillai mes tiroirs, sortant l'ancienne boîte à bijoux de grand-mère, cadeau de mes 18 ans. Dedans, une clé minuscule, gravée d'un CE pour Chloé. Elle ouvrait le coffre sous les lattes de Montmartre. Demain, je la verrai, et le jeu commencerait vraiment. Mais déjà, un doute me rongeait, et si cette résurrection n'était qu'un piège de mon esprit brisé? Non. La douleur était trop vive, la haine trop pure. J'étais revenu pour trancher les liens qui m'avaient tué. Et Paris, cette belle indifférente, serait le théâtre de ma revanche. Le lendemain matin, le soleil se levait sur Montmartre comme un complice réticent, jetant des reflets dorés sur les toits en zinc et les façades crème écaillées. Je pris le bus 80 depuis Pigalle, évitant le métro pour savourer chaque rue, chaque pierre qui avait été témoin de ma chute. Grand-mère habitait toujours la maison de famille, un petit hôtel de 4 étages niché dans une impasse ombragée, avec un jardin secret où poussaient des rosiers sauvages et un citronnier que papy avait planté avant la guerre. C'était un sanctuaire, un bastion contre le monde moderne que mes parents haïssaient parce qu'il ne leur appartenait pas. Je frappai à la porte massive, ornée d'un heurtoir en forme de lion rugissant en symbole de la famille de Montmartre, ces artistes maudits qui avaient peint les murs de la butte. Élise ouvrit elle-même, malgré ses 77 ans. Oh non, 77 cette année-là, 3 ans avant la crise qu'ils avaient inventée pour la déclarer inapte. Ses cheveux blancs étaient relevés en chignon impeccable, sa robe de lin bleu marine flottait autour d'elle comme une voile. « Chloé, ma colombe !»« Entre, entre !» Sa voix était un mélange de gravier et de miel, usé par les cigarettes qu'elle fumait en cachette sur la terrasse. Je l'embrassai, inhalant son parfum de lavande et de vieux livres. La maison sentait le passé, bois ciré, papier ancien, et un soupçon de camphre des armoires. Nous nous installâmes au salon, face à la cheminée où crépitait un feu malgré l'automne doux. Tu as l'air
Changé, dit-elle en me scrutant, ses yeux verts perçants comme des lames. Avait-elle senti? Était-ce possible? Je haussai les épaules, feignant la fatigue. Le travail, tu sais. Et la famille. Elle rit, un gloussement sec. La famille. Ces deux-là? Ils mijotent quelque chose, n'est-ce pas? Je hochai la tête, le cœur battant. Dans ma vie passée, je n'avais rien dit, par loyauté mal placée. Cette fois, je lâchai une miette, il parle beaucoup de ton testament, grand-mère. De raisonner était choix. Elle se raidit, puis se détendit avec un sourire carnassier. Ah, les renards. Laisse-les aboyer. Viens, je vais te montrer quelque chose. Elle me guida vers l'escalier en colimaçon, c'est pas léger malgré l'âge. Au grenier, sous les poutres noircies par le temps, elle souleva une latte du parquet avec une barre à mine cachée. Dedans, un coffre en acier, verrouillé par ma clé. Avec un clic satisfaisant, il s'ouvrit. À l'intérieur, des enveloppes scellées, un dossier cartonné étiqueté Descendance, et un cahier relié en cuir. Lisa, Chloé. Mais pas un mot à quiconque. Le cahier était son journal intime, commencé en 1945, après la Libération. Des pages et des pages de secrets familiaux, la collaboration douteuse de grand-père pendant l'occupation, les amours illégitimes de tantes oubliées, et surtout, les magouilles de mes parents. Henri a falsifié des chèques dès 1995, écrivait-elle. Isabelle a couché avec le notaire pour un prêt. Ils ne sont pas des Dupré, ce sont des imposteurs dans notre sang. Je feuilletais, les mains tremblantes. Il y avait des preuves, photocopies de relevés bancaires, lettres anonymes, même une photo floue d'Isabelle dans un motel de banlieue avec un homme plus jeune. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais. Pas seulement l'héritage, ils avaient ruiné la réputation de grand-mère auprès de ses amis du quartier, répandant des rumeurs de sénilité pour l'isoler. Pourquoi me le montrer maintenant, demandai-je, la voix rauque. Elle posa une main sur mon épaule. Parce que je sens la tempête venir. Et toi, tu es la seule à pouvoir la conjurer. Nous redescendîmes pour un déjeuner frugal, salade niçoise, vin rosé de Provence. Elle me parla de son enfance à Marseille, des marchés aux poissons où elle volait des oranges pour survivre, de son mariage avec Papy, un peintre raté qu'il avait abandonné pour une muse plus jeune. La vie est une arnaque, Chloé, mais on peut la retourner contre elle. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de ma propre résurrection. Avant de partir, elle glissa une enveloppe dans ma poche. Pour Maître Duval. Dis-lui que c'est l'heure. Dehors, l'après-midi s'étirait paresseusement. Je marchais vers le cabinet de l'avocat, dans le 8e, près de l'Arc de Triomphe. Maître Duval, un sexagénaire bedonnant avec une cravate en soie rayée, m'accueillit dans un bureau tapissé de livres de droit. Mademoiselle Dupré. Élise m'a prévenu de votre visite. Il lut l'enveloppe, fronça les sourcils, puis hocha la tête. Le testament est prêt. Clause renforcée, tout à vous, avec des pénalités pour contestation. Mais vos parents sont rusés. Ils pourraient tenter une tutelle. Je lui racontai une version édulcorée de mes soupçons pas la mort, bien sûr, juste des inquiétudes. Il nota, promis de surveiller. Et si je veux les contrer plus tôt, demandai-je. Il leva un sourcil. Légalement, ou autrement? Autrement. La tentation était là, un poison miroir de celui qu'il m'avait donné. Mais non. Pas encore. La vengeance devait être propre, chirurgicale, comme un ballet de l'opéra Garnier aux gracieuses en surface, mortel en profondeur. Le soir, un appel de père, Chloé, passe au bureau demain. J'ai un projet pour toi. Projet. Dans ma mémoire, c'était le début, une promotion factice pour m'endetter, me rendre vulnérable. J'acceptais, le ventre noué. Chez moi, je passais la nuit à planifier. Première étape, saboter leur dîner d'affaires avec les investisseurs de père. Une fuite anonyme sur leurs dettes, via un compte Twitter jetable. Deuxième, approcher Antoine, mon ex, pour qu'il témoigne de leur manipulation passée où il haïssait Isabelle depuis qu'elle l'avait humilié. Mais au milieu de la nuit, un cauchemar me réveilla, ma mort, revisitée. Mère versant le liquide incolore dans mon verre, pertenant ma main pendant que je convulsionnais. C'est pour ton bien, ma fille. Tu étais faible. Je me levai, transpirante, et allai à la fenêtre.
Les lumières de Paris scintillaient, indifférentes. Étais-je faible? Où étais-je, enfin, l'aigle? Le lendemain, au bureau de père, un gratte-ciel de verre dans la Défense, je jouais mon rôle, la fille ambitieuse, les yeux écarquillés. Dis-moi tout, papa. Il déroula son plan, me faire embaucher comme consultante pour un client fictif, avec un salaire gonflé ou en réalité, pour blanchir de l'argent de ses jeux. Je feignis l'enthousiasme, signai les papiers, mais glissai une clause personnelle, un audit indépendant dans 6 mois. Il ne vit rien. En sortant, je croisai Isabelle dans le lobby, perchée sur des talons aiguilles, sac Birkin à l'épaule. Ma chérie. Tu progresses. Son baiser était froid. Merci, maman. Et toi? Toujours ces auditions? Elle rougit légèrement où elle auditionnait encore pour des rôles mineurs, rêvant de Cannes. Bientôt. Avec l'aide de ton père. Aide. Plus comme chantage. La semaine fila en un tourbillon de duplicité. Je visitais grand-mère quotidiennement, renforçant notre alliance. Elle m'apprit des tours, comment repérer les faux documents, comment user de la loi sur les successions pour verrouiller les biens. La France est un pays de paperasse, Chloé. C'est notre arme. Pendant ce temps, mes parents intensifiaient leurs manœuvres, invitations à des dîners avec des amis avocats, questions insidieuses sur ma santé mentale. Tu sembles stressée, ma puce. Peut-être un thérapeute? La nuit de l'anniversaire approchait. Le Ritz, avec ses lustres et ses serveurs en smoking, serait le théâtre. J'y entrerais en robe rouge sang, un sourire d'ange vengeur. Mais d'abord, une décision controversée, confronter Antoine. Je le trouvais dans un bar du Marais, entouré de toiles inachevées où il était devenu artiste, ironie du sort. Chloé? Toi ici? Ses yeux s'illuminèrent, puis se voilèrent de méfiance. Je lui racontai tout au pas la résurrection, juste les soupçons. Aide-moi. Témoigne contre eux. Il hésita, but une gorgée de pastis. Et si je dis non? Tu m'as brisé. Brisé. Oui, par leur faute indirecte. Antoine, c'est pour la justice. Il rit amèrement. Justice? Tes parents m'ont ruiné avec leurs mensonges. D'accord. Mais en échange. Son regard glissa sur moi, chargé de désirs refoulés. Une nuit ensemble? La tentation était là, un marché avec le diable personnel. Je refusai, mais promis une part de l'héritage si nous gagnions. Il accepta, scellant notre pacte d'un baiser sur la joue trop proche des lèvres. Le jour J arriva, pluvieux et chargé d'électricité. Paris sous la averse, les phares des voitures trouant le crépuscule comme des yeux accusateurs. Au Ritz, la salle de bal scintillait, cristal, or, et l'odeur de chypre des invités. Grand-mère trônait au centre, éblouissante en perles et soie noire. Mes parents rayonnaient, toast à la main. À Élise, notre pilier, lança père, sous les applaudissements. Je m'approchai, verre de champagne en main du vrai, cette fois. À la famille, dis-je, les yeux dans les leurs. Ils sourirent, ignorant que j'avais déjà envoyé l'email anonyme, preuve de leur dette au procureur. La fête battait son plein quand le téléphone de père vibra. Son visage pâlit. Qu'est-ce que? Mère le rejoignit, murmurant frénétiquement. Le chaos commença, appel, regard fuyant. Grand-mère, sentant le vent tourner, me fit signe. Dans un salon privé, elle sortit le testament. Lis-le leur, Chloé. Devant eux, isolé, je le dépliai. Tout à moi. Et rien pour les traîtres. Père explosa, c'est de la folie. Elle est sénile. Mais maître Duval surgit, document en main. Non, monsieur. C'est légal. La gifle morale fut plus dure que physique. Ils supplièrent, pleurèrent au spectacle pathétique. Pour l'amour de Dieu, Chloé, gémit mère. Amour? Je ris, un rire froid comme la pluie dehors. L'amour? Vous m'avez tué avec le vôtre. La pluie martelait les vitres du Ritz comme un cœur grec vengeur, tandis que le scandale se déployait en murmures étouffés parmi les invités. Père, le visage congestionné sous son smoking Armani, serrait les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, ses yeux injectés de sang fixés sur le testament que je tenais d'une main ferme. C'est un coup monté. Élise, tu ne peux pas nous faire ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Sa voix,
d'habitude si suave dans les salles de réunion de la Défense, craquelait comme du verre sous pression. Mère, à ses côtés, avait perdu son masque de déesse blessée, ses lèvres tremblaient, son rouge à lèvres écarlate bavant légèrement sur sa joue pâle. Chloé, ma petite. Pense à nous. À ta famille. Ce n'est qu'un malentendu. Malentendu. Le mot me frappa comme une gifle inversée, celle que j'aurais dû leur donner depuis des années. Grand-mère, assise dans un fauteuil crapaud tendu de velours, observait la scène avec un calme olympien, ses mains posées sur sa canne en ébène sculptée d'un serpent enroulé. Malentendu? Henri, Isabelle, vous avez passé votre vie à en créer. Les dettes, les mensonges, les petites trahisons qui s'accumulent comme de la moisissure sur un mur. Sa voix, quoique chevrotante, portait l'autorité d'une reine déchue qui sait encore manier l'épée. Maître Duval, posté près de la porte comme un cerbère en costume 3 pièces, intervint d'un ton neutre mais implacable. Messieurs dames, ce document est authentifié. Clause irrévocable, l'ensemble des biens, la propriété de Montmartre, les parts dans les vignobles bordelais, les collections d'art reviennent intégralement à mademoiselle Chloé Dupré, sous condition de sa survie et de sa capacité mentale, certifiée par un examen indépendant que j'ai déjà initié. Il ajusta ses lunettes, un sourire discret aux lèvres. Toute contestation entraînera des pénalités équivalent à 50% de la valeur estimée, plus frais judiciaires. Je vous conseille de consulter votre propre conseil. Père s'effondra sur une chaise, le souffle court, comme si le poids de ses 55 ans de vice le rattrapait enfin. Je le vis, pour la première fois, non comme le pilier familial, mais comme l'homme brisé qu'il était, les cernes profonds, les mains veinées de varices du haut nuit au poker, l'haleine aigre de trop de cognac. Chloé. Tu ne peux pas. On t'a élevé, on t'a tout donné. Donné? Les souvenirs affluèrent, les anniversaires oubliés, les études payées à contre-cœur, les critiques voilées sur mon manque d'ambition comparées à leur grandeur imaginaire. J'approchai, me penchant pour que mes yeux croisent les siens. Élevé? Vous m'avez formaté comme une poupée pour vos jeux. Et maintenant, le rideau tombe. Mère tenta une autre tactique, l'alarme facile au son arme maîtresse, affinée sur les planches théâtrales d'un off parisien. Elle s'avança, main tendue comme une suppliante dans une tragédie racinienne. Ma chérie, souviens-toi de quand tu étais petite. Les promenades au Luxembourg, les robes que je te cousais. C'est nous qui t'avons faites. Ses yeux, d'un bleu délavé, imploraient. Mais je voyais au-delà, la même femme qui, dans ma vie antérieure, avait glissé le flacon de somnifère dans mon champagne, murmurant « Dors bien, ça t'évitera les cauchemars ». Les cauchemars? C'étaient eux. Arrête, Isabelle, coupa grand-mère d'une voix de fouet. Tes larmes sont aussi sincères que tes rôles à la Comédie Française. Chloé sait. Elle a toujours su, au fond. Était-ce vrai? Dans mon corps ressuscité, oui. Mais avant. J'avais été aveugle, étouffé par le syndrome de Stockholm familial. Je secouai la tête, un rire amer montant de ma gorge. Les promenades? Tu te souviens de celle où tu m'as laissé seul sous la pluie parce que tu avais rendez-vous avec ton agent? Et papa, avec ses voyages d'affaires à Deauville qui sentaient le tabac froid et la perdition? Non, merci. J'ai survécu sans vous. Le silence s'abattit, lourd comme le brouillard sur la Seine. Dehors, la pluie redoublait, et j'entendis au loin le grondement d'un orage aux œufs s'approuvant le châtiment. Maître Duval tout sauta. Si nous en avons fini ici, je suggère de rouvrir la fête. Élise mérite sa soirée. Mais personne ne bougea. Père se redressa, un éclat sauvage dans les yeux. Tu crois que c'est fini, Chloé? On a des amis. Des juges, des politiciens. On va te traîner en cour pour ingratitude filiale. Ingratitude. Le mot me fit bondir, un tigre enfin libéré. Essai, sifflai-je. Et je lâche tout, tes dettes au casino, les faux prêts signés au nom de grand-mère, les rumeurs que vous avez colportées sur elle dans le quartier pour l'isoler. Oh, et les mails que j'ai déjà envoyés au fisc ce matin. Blanchiment, Henri. C'est un crime, en France. Son visage vira au cendré. Mère gémit, s'affaissant contre le mur lambrissé. Comment? Comment sais-tu? Un secret pour un secret. Dans ma résurrection, j'avais vu leur dossier sur mon ordinateur à quai ou ironie, ils avaient fouillé le mien pour trouver des faiblesses. Je sais tout. Comme grand-mère. C'est dans le sang.
Élise hocha la tête, fière. Maintenant, sortez. Et ne revenez pas sans invitation. Ils partirent, queue entre les jambes, sous les regards curieux des invités qui filtraient par la porte entr'ouverte. La fête reprit, forcée mais joyeuse, champagne qui coule, rire autour du gâteau aux 1000 étages, grand-mère dansant un slow imaginaire avec un vieux cousin. Moi? Je restais en retrait, observant Paris par la fenêtre, ses lumières floues sous la averse. La vengeance avait commencé, mais ce n'était que le premier acte. Le twist viendrait plus tard ou peut-être l'avais-je déjà provoqué. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités légales et de contre-attaques sournoises. Père tenta une mise en demeure, arguant d'une aliénation mentale de grand-mère mais Duval riposta avec un rapport psychiatrique impeccable, financé par les premiers chèques de l'héritage. Mère, plus subtile, m'envoya des fleurs et des messages larmoyants, « Pardonne-nous, on était désespérés. » Désespérés? Pour payer leurs factures de caviar et de Chanel? Je les ignorais, me plongeant dans la gestion des biens. La maison de Montmartre devint mon QG, je fis rénover le grenier en atelier d'écriture, planter de nouveaux rosiers dans le jardin, et visiter les vignobles en Gironde, où le soleil cognait dur sur les rangs de Cabernet. Mais la nuit, les doutes me rongeaient. Étais-je devenu comme eux? Cette soif de destruction, ces décisions froides comme refuser l'héritage à ma cousine Claire, innocente dans l'affaire, juste pour eux sécuriser. Ou pire, l'idée qui germait, et exposer publiquement leur sale laundry dans un article anonyme pour Le Monde? Controversé, oui. Dangereux, peut-être. Mais la France adore les scandales familiaux, ces drames en 3 actes qui font les gros titres. Un soir, alors que je dînais seul au café de Flore croque-monsieur et salade, avec un verre de Sancerre, Antoine m'appela. « Chloé, ils sont en train de comploter. J'ai entendu ta mère au téléphone, ils engagent un privé pour te suivre. » Suivre. L'angoisse familière remonta, souvenir de ma traque passée. Merci. Reste en contact. Il hésita. Et nous? Une seconde chance? Sa voix était un pont vers le passé, tentant. Je raccrochai sans répondre. Pas le temps pour l'amour, la haine était plus fiable. Grand-mère, sentant mon trouble, m'invita à passer le week-end à la campagne, dans leur masse provençale près d'Aix. Le voyage en TGV fut un répit, paysage qui défile, vignes et oliviers sous un ciel azur. Là-bas, autour d'une bouillabaisse fumante, elle lâcha sa propre bombe. Chloé, il y a un secret plus grand. Dans le testament. Il y a une clause pour toi seule. Une clause? Elle sortit une lettre cachetée, de sa propre main. Lis-la après ma mort. Mais sache, tout n'est pas ce qu'il semble dans notre lignée. Après ma mort. Les mots me glacèrent. Était-ce un présage? Ou grand-mère, avec son intuition aiguisée, avait-elle deviné ma nature? Le mas, avec ses murs ocrés et ses volets bleus, devint un cocon de confidence. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de ses regrets à un enfant avorté pendant la guerre, de mes peurs cette résurrection qui me hantait comme un fantôme. La vengeance est un vin fort, ma colombe. Bois-en modérément, ou il te consumera. De retour à Paris, l'orage éclata vraiment. Père fut arrêté pour fraude fiscale mes fuites avaient porté leurs fruits. Mère, hystérique, tenta une confrontation au pied de mon immeuble, tu nous détruis. Espèce de monstre ingrate. Les voisins regardèrent, murmure fusant. Je la fixai, impassible. Monstre. Regarde-toi dans le miroir, Isabelle. C'est toi qui as commencé. Elle s'effondra en sanglots sur le trottoir mouillé, un spectacle pitoyable qui attira un policier de quartier. Fin de l'acte 2. Mais le twist rôdait. Une lettre anonyme arriva, tu crois savoir? Demande à ta grand-mère qui était ton vrai père. Mon vrai père? Henri n'était qu'un beau-père? Le sol se déroba. La trahison s'enracinait plus profond, touchant l'âme même de mon être ressuscité. La lettre anonyme gisait sur ma table de chevet comme une vipère endormie, son papier bon marché froissé par mes doigts nerveux. Tu crois savoir? Demande à ta grand-mère qui était ton vrai père. Les mots dansaient devant mes yeux, imprimés en majuscules irrégulières, postés d'un bureau de tabac anonyme dans le 13e arrondissement. Paris, ville des amours furtives et des secrets enfouis, me renvoyait mon propre reflet déformé, étais-je la fille de Henri, ce banquier véreux aux tempes grisonnantes, ou le fruit d'une autre trahison? La nuit s'étirait, interminable,
bercé par le ronron des voitures sur le boulevard extérieur et le cri occasionnel d'une sirène ou écho de mes nerfs à vif. Je ne dormis pas. Au lieu de cela, je fouillais mes souvenirs ressuscités, ces fragments de ma vie antérieure comme des éclats de miroir brisés. Henri m'avait toujours traité avec une distance froide, ma fille prononcée comme une formalité administrative plutôt qu'un serment d'amour. Mère, avec ses regards fuyants quand on parlait de ma conception à un accident heureux, chérie, avait-elle caché plus qu'une erreur de jeunesse? Et grand-mère, avec sa clause mystérieuse, savait-elle? L'aube pointa, grise et pluvieuse, filtrant à travers les rideaux de dentelle. Je m'habillai en hâte jean slim, pull cachemire gris, bottines en cuir souple et pris la direction de Montmartre, le cœur cognant comme un tambour de carnaval. La maison familiale, sous son manteau de lierre humide, semblait attendre mon arrivée avec une patience minérale. Grand-mère était dans le jardin, malgré la bruine, taillant les rosiers avec des ciseaux rouillés. Ses gants de jardinage, maculés de terre, contrastaient avec son chignon impeccable. « Chloé, tu es pâle comme un linge. Qu'est-ce qui te ronge ?» Je lui tendis la lettre, mot muet. Elle la lut, son visage se crispant comme un parchemin sous la flamme. Puis, sans un mot, elle me guida à l'intérieur, vers le salon où le feu de la veille n'était plus que cendre froide. Assise face à face, une théière en porcelaine de Limoges entre nous, elle rompit le silence. « C'est Isabelle, n'est-ce pas ?» Elle n'a jamais su se taire. Sa voix était un filet d'eau claire sur des pierres douloureuses mais inexorables. Je hochai la tête, incapable de parler. « Henri n'est pas ton père, Chloé. Il l'a su dès le premier jour, mais il a accepté de t'élever pour l'argent de ma famille. Ton vrai père. C'était un artiste, un sculpteur italien nommé Marco Rossi. Il est venu à Paris en 1995, pour une expo au Louvre. Ta mère l'a rencontré lors d'une soirée au Crazy Horse où elle dansait là-bas, avant ses ambitions théâtrales. Une nuit passionnée, et 9 mois plus tard, toi. Marco Rossi. Le nom évoquait des marbres veineux, des formes torsadées sous des projecteurs crus. Où est-il maintenant, murmurai-je, la gorge serrée. Grand-mère soupira, versant le thé fumant. Mort. Overdose, en 2002, à Rome. Ta mère l'a abandonné quand elle a su pour la grossesse trop instable, trop bohème. Elle a piégé Henri avec des mensonges, un mariage hâtif pour sécuriser l'avenir. J'ai tout su, mais j'ai gardé le silence. Pour toi. Pour que tu aies un nom, un toit. Le silence retomba, plus lourd que la pluie dehors. J'étais une bâtarde, un secret de plus dans la toile familiale. Mais au lieu de la douleur, une clarté surgit, cela expliquait tout. La distance de Henri, les jalousies d'Isabelle, leur avidité pour l'héritage non pas pour moi, mais pour effacer la tache de ce sang impur. Pourquoi ne m'avoir rien dit, demandai-je, les larmes brûlantes. Elle prit ma main, ses veines saillantes comme des rivières asséchées. Parce que le sang ne fait pas la famille, Chloé. Les choix, si. Et les tiens. Ils te définissent maintenant. Je quittai Montmartre l'après-midi, l'esprit en feu. La révélation était une arme à double tranchant, elle me libérait de leur chaîne, mais ouvrait une plaie béante. En rentrant, je croisai un message de Duval, votre père a plaidé coupable pour fraude mineure. Amende et sursis. Votre mère prépare une demande de divorce pour le partager les actifs restants. Divorce. Ironique, après 30 ans de comédie conjugale. Je répondis, laissez-les. Ils n'ont plus rien. Mais la vengeance appelait à plus. Cette nuit-là, dans mon appartement, je rédigeais l'article anonyme. Pas pour le monde trop grand, trop lent, mais pour un blog influent du Marais, scandale parisien, lu par les élites du 7e et du 16e. La chute des Dupré, trahison filiale dans l'ombre des Invalides. J'y déversais tout, les dettes, les adultères, le faux mariage, et maintenant, le secret de ma paternité au sans nom, mais avec assez d'indices pour que les ragots fusent. Controversé? Absolument. Illégal, peut-être diffamation potentielle. Mais en France, la plume est plus aiguisée que l'épée, et les tribunaux protègent les victimes plus que les bourreaux. Le poste partit à minuit, et au matin, les notifications explosèrent. Appels de journalistes, messages de d'amis et curieux, même un tweet viral d'une influenceuse du quartier latin, scandale chez les bourgeois. Dupréguette. Père téléphona, voix éraillée, c'est toi, hein? Tu nous achèves. Je ne répondis pas, mère envoya un SMS, monstre.
Tu n'es pas ma fille. Pas ma fille. Les mots me transpercèrent, mais je les transformai en armure. Grand-mère m'appela l'après-midi, alerte malgré tout. J'ai vu l'article. Courageux, ma colombe. Mais attention, la boue qu'on jette finit par éclabousser. Elle avait raison. Antoine surgit chez moi sans prévenir, bouteille de vin en main. Chloé, c'est dingue. Tout Paris en parle. Tu es une légende. Son admiration était palpable, ses yeux sombres brillants d'un mélange de peur et de désir. Nous bûmes, parlâmes jusqu'à l'aube de Marco, qu'il avait vaguement connu via des cercles artistiques. Un génie torturé. Comme toi, maintenant. La tentation revint, plus forte, ses lèvres sur les miennes, ses mains sur ma peau. Une nuit pour oublier. Je cédai, un moment de faiblesse dans la tempête. Au matin, il partit avec un baiser et une promesse, je témoignerai, si besoin. Mais le regret me rongeait. Étais-je en train de devenir comme elle, Isabelle, collectionnant les amants pour combler les vides? Le climax approchait. Duval m'informa d'une audience, mes parents contestaient le testament pour vice de consentement, arguant que grand-mère était influencée par moi. Ridicule, mais suffisant pour un procès public. Je préparai ma défense, témoignage d'Antoine, preuve des malversations, et la lettre de grand-mère sur Marco pour montrer leur hypocrisie. C'est du suicide social, avertit Duval. Les tabloïds vous croqueront. Je souris. Qu'ils le fassent. Paris adore les tragédies. La semaine du procès fut un enfer chic, paparazzi à ma porte, interview refusée, nuit blanche à relire les dossiers. Mère, lors d'une confrontation fortuite au tribunal de la rue de la Cité, me cracha, tu détruis tout. Pour un bout de papier. Papier. Le testament. Notre lien ultime avec Élise. Père, amaigri, murmura, on voulait juste. Survivre. Survivre. À quel prix? L'audience s'ouvrit sous les flashs, le juge ou une femme sévère aux lunettes cerclées d'or martelant l'ordre. Leurs avocats, deux requins en costumes anthracites, dépeignirent grand-mère comme une vieille toquée manipulée par une fille ingrate. Puis vint mon tour. Je montai à la barre, le cœur en acier. Votre honneur, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est de la justice. Ils m'ont volé ma vie littéralement. Pas de détails sur la mort, juste les faits, fraude, isolement, secret. Le twist frappa comme la foudre. Maître Duval présenta une vidéo, grand-mère, filmée en 2022, lucide, expliquant tout. Chloé est mon héritière parce qu'elle porte l'esprit des Dupré vrais pas ses imposteurs. Et puis, la bombe, un test ADN confirmant que Marco était mon père, et que Henri n'avait aucun droit moral. La salle bruissa. Père s'effondra, mère hurla. Victoire. Mais en sortant, sous la pluie fine de Seine, je sentis le vide. La vengeance avait un goût de cendre. La sentence tomba comme un coup pré-guillotiné, le testament validé, sans appel possible, et une injonction pour mes parents à rembourser 200 000 € de fonds détournés, sous peine de prison ferme. Le tribunal de la rue de la Cité, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de vieux bois ciré, résonna encore longtemps de leurs protestations étouffées tandis que les huissiers les escortaient dehors. Père, menotte au poignet pour la photo d'archive non, pas encore, mais l'humiliation était pire, marmonna des jurons inaudibles. Mère, le visage ravagé par le mascara coulant, me lança un dernier regard, un mélange de haine pure et de désespoir animal. Tu as gagné, salope. Mais tu perds ton âme. Âme. Avait-elle raison? Paris, indifférente, continuait son ballet, touriste sous les parapluies, vendeur de marrons chauds au coin des rues, la Seine coulant paresseuse vers l'aval. De retour à Montmartre, grand-mère m'attendait avec un armagnac millésimé et un plateau de fromage camembert crémeux, roquefort piquant, pour célébrer ou pour noyer le chagrin. La maison, baignée dans la lumière déclinante de novembre, semblait plus vaste maintenant, libérée du spectre de la trahison. Assieds-toi, ma colombe. Et bois. Ça réchauffe l'intérieur comme rien d'autre. Ses yeux verts pétillaient, mais une fatigue nouvelle les voilait à l'âge, ou le poids des secrets enfin déterrés. Nous trinquâmes en silence, le liquide ambré brûlant ma gorge comme un feu purificateur. C'est fini, demandai-je enfin, la voix éraillée. Elle rit, un gloussement rauque. Fini? La vie n'est jamais finie, Chloé. Juste. Réécrite. La lettre au sel de la clause secrète reposait sur la table basse,
caché brisé depuis notre conversation provençale. Je l'ouvris enfin, sous son regard attentif. Les mots, tracés de sa main ferme malgré l'arthrite, dansaient sur le papier jauni. Ma chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que j'ai rejoint ton grand-père dans les vignes du ciel. Sache que l'héritage n'est pas que des pierres et des billets. C'est la liberté. J'ai su pour Marco dès le début où ta mère m'avait tout avoué, en larmes, suppliant mon aide. J'ai payé pour ton éducation, pour que tu aies ce qu'il n'aurait pas pu donner. Mais il y a plus, dans le coffre, un pendentif. Il appartenait à sa mère, une Italienne de Toscane. Porte-le, et souviens-toi, le sang italien coule en toi, passionné, indomptable. Ne deviens pas comme eux. Choisis l'amour, pas la haine. Ton héritage vrai est ta résilience. Élise. Le pendentif, une petite croix en or martelé, incrustée d'une turquoise bleue comme la Méditerranée. Je la passai autour de mon cou, et une chaleur diffuse m'envahit au pas mystique, mais réel, comme un ancrage dans un passé que je n'avais pas connu. Grand-mère hocha la tête. Il te va bien. Et maintenant, vis. Pas pour te venger, mais pour fleurir. Les semaines suivantes furent un lent retour à la surface. L'héritage se concrétisa, je vendis les parts mineures pour investir dans une galerie d'art au Marais, un hommage à Marco et exposition de sculpteurs contemporains, vernissages arrosés de Chianti et de prose italienne. La maison de Montmartre devint un havre, je louai des chambres à des artistes en herbe, transformant le grenier en atelier collectif. Paris, ma geôlière, se muait en allié, promenade solitaire le long de la Seine au crépuscule, café aux zinc du Procope où je lisais Balzac pour me rappeler que les fortunes se font et se défont comme des illusions. Mes parents? Ils s'effacèrent dans l'ombre, comme des personnages secondaires d'un roman de Zola. Père, libéré sous caution, émigra à Bruxelles pour un poste obscur en banque offshore ironie, fuyant la fiscalité française qui l'avait si bien servi. Mère, après un passage en clinique pour dépression, tenta un comeback théâtral dans un cabaret de Pigalle, mais les ragots la suivirent comme une malédiction. Un dernier appel, des mois plus tard, Chloé, on est seul. Pardonne. Je répondis doucement, pardonnez-vous d'abord. Et raccroché, porte close sur le passé. Antoine revint, non comme amant, mais comme ami au partenaire dans la galerie, apportant ses toiles abstraites imprégnées de rage et de rédemption. Nos nuits devinrent des discussions jusqu'au bout de la nuit, du vin et des rires, sans la pression du désir. Tu es changé, dit-il un soir, sous les étoiles factices des lumières de la tour Eiffel vue de ma terrasse. Plus légère. Légère. Oui, la résurrection m'avait alourdi de haine, mais la vengeance l'avait allégé. Grand-mère s'éteignit l'hiver suivant, paisiblement dans son lit, un sourire aux lèvres et une cigarette éteinte entre les doigts. Ses funérailles, au Père-Lachaise, furent un adieu digne, corbillard tiré par 2 chevaux noirs, gerbe de lys blanc, et une foule éclectique d'artistes, cousins oubliés, même un neveu de Marco venu d'Italie avec des anecdotes ensoleillées. Je lus un extrait de son journal, voix ferme malgré les larmes, la vie est un testament secret, à écrire soi-même. La tombe, près de celle de Modigliani, c'est la nôtre lignée au pas parfaite, mais vraie. Le twist final. Dans les papiers posthumes, un codicille, une petite somme pour mes parents, pour qu'ils apprennent l'humilité. Pas de la pitié, mais de la grandeur celle d'Élise, qui pardonnait sans oublier. Je l'exécutai, anonymement, et reçus en retour une lettre de mère, merci. Peut-être un jour. Peut-être. Aujourd'hui, à 29 ans ressuscité, je marche dans les rues de Paris sans chaîne. La ville des Lumières illumine non plus mes ténèbres, mais mes possibles. La vengeance m'a ramené à la vie, maintenant, je la vis. Et si le poison coule encore dans certaines veines familiales, le mien est devenu un élixir, résilience, amour choisi, secret transformé en force. Grand-mère avait raison. Le testament n'était pas de papier. C'était moi.